dès ce soir, reçoit pour vous un grand. Parmi les grands, nous tenons d'abord à vous saluer, vous qui nous suivez nombreux, dans plusieurs plateformes, et sur YouTube, et sur Facebook. Très content de vous savoir à l'attente de ces programmes. Grand homme, il est grand, vous allez le connaître à fond, ses réalisations et ses différents avis concernant l'évolution de notre pays. Voilà, il s'agit bel et bien de M. Géry Biangani, que vous allez connaître. Bonsoir, bonjour, pour ceux qui vont nous suivre le matin, peut-être pendant la journée, M. Géry Biangani. Bonsoir mon frère, bonjour. Vous allez très bien. Oui, oui, ça va. Vous vous sentez à l'aise? Ah, bien sûr, ça va. Êtes-vous grand? Parce que l'émission s'intitule Grand homme. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis grand ou pas, mais ce qui est sûr, je me bats pour être grand. Se battre pour être grand. Comment se battre pour être grand? Je crois que c'est en étant consciencieux, en étant sérieux dans ce qu'on fait. Parce que dans tout ce qu'on fait, on peut devenir grand. On peut même devenir grand dans la menuiserie ou dans la maçonnerie ou dans je ne sais quoi. Ce que nous faisons, si on le fait bien, on finit par devenir grand. Quelqu'un, un philosophe m'a dit un jour, un nain qui se croit grand devient grand. Ça c'est très bien. Alors, Monsieur Biangani, Géry, nous allons commencer cette émission. Ce sera bilingue pour permettre à tous ceux qui nous suivent de mieux vous connaître et surtout avoir vraiment l'idée générale de notre invité de ce soir. Monsieur Géry Biangani, votre biographie. Qui est Monsieur Géry Biangani? Merci beaucoup. Géry Biangani est congolais, né à Kinshasa. Il est ingénieur. J'ai fait mes études à l'IBTP où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en urbanisme et habitat. Ensuite, je suis juriste parce que j'ai fait mes études en droit aussi où je suis licencié en droit privé judiciaire. Professionnellement, Géry Biangani est administrateur gestionnaire de l'université chrétienne Cardinal Maloula. Voilà. Et ensuite, Géry Biangani est aussi en politique. Je suis secrétaire général du Parti démocrate chrétien, PDC, de l'honorable José Nduto Bonongue, qui est membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, père de famille. Oui. Ce sont là quelques détails importants aussi. Oui, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, et père de famille. Je suis père de 3 enfants. Et l'épouse? Oui, je suis l'époux donc de Madame Nina Fado. S'appelle Manina. Nina Fado, oui. Et vos enfants, parmi vos enfants, il y a déjà l'un parmi eux emboîte votre pas ou veut à tout prix faire ce que vous faites? Bon, je ne sais pas encore parce qu'ils sont encore trop jeunes. Trop jeunes, L'aîné aura 11 ans cette année, donc ils sont encore jeunes. Mais je sens, surtout ma deuxième fille, je sens qu'elle va suivre parce qu'elle parle un peu trop, elle est trop éveillée. Je pense qu'elle sera soit juriste, soit elle fera la politique. Monsieur Géry Biangani, qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je déteste la légèreté. Pourquoi et Je comment? déteste, parce que j'ai dit ici, moi je pense que tout ce que nous faisons, si nous le faisons bien et correctement, ça finira par devenir grand. Et je déteste cette mauvaise habitude que nous avons eue dans ce pays, où on prend tout à la légère. Je vous donne un petit exemple. Vous allez dans un garage, un mécanicien qui démonte un véhicule, et quand il remonte, il lui reste quelques boulons en main qu'il n'a pas su replacer. Vous savez, quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, Comment ça? Ça ne fera rien. Ça veut dire que c'est une légèreté. Pour lui, il trouve que ce n'est pas important d'aller jusqu'au bout. Alors que les merveilles se trouvent dans les petits détails. Vous êtes juste au boutiste. Voilà. Je suis ingénieur. Je ne sais pas si c'est ce métier qui m'a déformé, mais j'aime être perfectionniste. S'il faut tracer une ligne, alors il faut qu'elle soit droite. S'il faut... Donc, le jour où nous comprendrons, nous Congolais, qu'il faut être dans les petits détails, qu'il faut abandonner la légèreté, je crois que les choses vont aller plus vite. Monsieur Géry Biangani, l'événement qui vous a plus marqué dans le sens positif, l'événement heureux de votre vie? Oh, je crois que c'est la naissance de mes enfants, surtout de ma première fille, parce que c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que je devais devenir responsable. J'ai eu le bonheur d'être appelé papa. Je crois que c'est l'événement le plus heureux. Et l'événement malheureux? Malheureux,
c'est la mort de mon père, parce qu'il a été quelqu'un avec qui j'étais très proche. Il a été quelqu'un qui m'a tout appris, qui m'a montré Façonné. le chemin, qui m'a façonné, je le dirais. Donc son décès, c'était le moment le plus dur de ma vie. Alors, votre préférence alimentaire? Ouh, je suis un gourmand, hein, je suis un gourmand. J'aime vraiment la cuisine congolaise et je dirais que je suis un fanatique du pondou. J'aime beaucoup le pondou et le poisson grillé, grillé fortement. C'est vraiment ça mon plat préféré. Je suis pas compliqué. Et le président africain qui vous a plus marqué? Le président africain qui m'a plus marqué, bien entendu, ça ne peut qu'être Nelson Mandela. Pourquoi? Nelson Mandela parce que c'est quelqu'un qui a su faire la part des choses. Nelson Mandela a été emprisonné, il a souffert, mais quand il est sorti, le plus important pour lui, c'était le développement de son pays. Et donc, il a mis de côté ses souffrances, il a mis de côté tout ce qu'on pouvait avoir humainement comme rancune. Il s'est dit, on doit se mettre ensemble pour reconstruire. Et ça, c'est un grand esprit. Voilà pourquoi je le respecte beaucoup. Et pour notre pays, le président qui vous a le plus marqué? Le président qui m'a plus marqué dans notre pays, ça c'est une question difficile. Il faudra vraiment que je réfléchisse beaucoup. Le président qui m'a pose problème, plus déjà. marqué, oui, bien sûr, parce que Pourquoi? La gestion. je pense que Un peu le Congo complexe. aujourd'hui, le Congo aujourd'hui ne peut pas parler d'un président qui aura marqué, parce qu'aucun n'a marqué positivement. Quand vous regardez la souffrance du peuple congolais, quand vous regardez la détérioration de ce pays, on ne peut pas parler de quelqu'un qui a marqué parce que jusqu'à ce jour, 60 ans après l'indépendance, on se rend compte qu'on était mieux en 1960 ou avant 1960. Donc c'est possible de redécoller? Bien entendu, c'est possible. Par quel mécanisme? Non, par le sérieux. Si nous mettons du sérieux dans ce que nous faisons, je crois que ce pays va décoller. J'aimerais donner un exemple. Dubaï, que tout le monde connaît ici, je préfère parler de la ville parce que c'est ce que les gens connaissent plus. Dubaï, il y a 30 ans, c'était un désert. Aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont mis du sérieux et aujourd'hui, ils sont devenus grands. Or, sur le plan potentiel, le Congo est de loin plus riche que ce pays-là. Ça veut dire que nous, on peut se développer en peu de temps. En moins que 30 ans, on peut se développer. Il est question de mettre du sérieux, d'être consciencieux et d'être concentré, et ce pays va décoller. Alors, très rapidement, vous avez peut-être intérêt, parce que vous avez échappé à ma question, mais il n'y a pas un acteur politique congolais qui, selon vous, pourra comme ça revêtir toutes les caractéristiques d'un homme modèle? Je pense, quand vous parlez d'acteurs politiques, bien entendu, je parlerai de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, parce qu'il a fait un combat qui a été salutaire pour ce pays, parce que c'est grâce à lui que nous sommes devenus une vraie nation. Mais aussi, je parlerai d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, parce qu'il a été dans un moment très compliqué. Nous étions dans la dictature de Mobutu. Moi, je me rappelle, quand on grandissait, je n'imaginais pas que Mobutu pouvait mourir. Donc, c'est quelqu'un qui a su asseoir sa personnalité. Et Étienne Tshisekedi fut le premier qui a fait tête à Mobutu. Et aujourd'hui, nous parlons de la démocratie. Donc, c'est quelqu'un de très grand. C'est quelqu'un que nous devons honorer dans ce pays. Très bien. Alors, ça n'est fini. Nous changeons directement de cap. Cette fois-ci, passons à la rubrique réalisation. Voilà, Monsieur Géry Biangani, quel est votre apport? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous réalisé? Votre nom, Géry Biangani, la famille Biangani. Avez-vous comme ça marqué votre histoire? Bon, je ne dirais pas Géry Biangani personnellement, mais je dirais plutôt que j'ai participé ou je suis en train de participer à un effort qui a commencé par le feu professeur Dr Emmanuel Biangani, c'est-à-dire de s'occuper de l'éducation de la jeunesse congolaise. Pourquoi ces secteurs? Parce que vous étiez avec votre père, c'est vous qui vous avez façonné. Pourquoi avait-il choisi ces secteurs? Oui, parce que pour lui, il se disait que pour que le Congo puisse décoller, il faut que nous ayons des personnes instruites. Et à cette époque-là, l'université n'était pas donnée à tout le monde. Il était très difficile, surtout pour les familles moins nanties, d'accéder à l'université, d'accéder à l'éducation en général. Voilà pourquoi il avait décidé de s'y mettre. Il a décidé
de donner un peu sa part dans l'éducation des Congolais. Et donc aujourd'hui, après, je dirais 10 ans après sa mort, nous continuons l'œuvre et Dieu aidant, nous sommes en train d'aller un peu plus loin que ce que lui avait laissé, parce que lui avait fait l'université et une école secondaire. Aujourd'hui, nous, au-delà de l'université et de l'école secondaire, nous avons maintenant une école primaire et une école maternelle. Je peux dire qu'à l'UCCM, nous avons le cycle complet. Donc, un enfant peut venir ici, ne connaissant rien, et ressortir d'ici, universitaire. Je pense que participer à... Il n'y a pas plus noble que de participer à une telle action. Et votre particularité, ICSM a quand même une particularité. Oui, la particularité à l'UCCM, c'est nous prenons les valeurs chrétiennes. D'ailleurs, c'est clairement dit, nous sommes l'université chrétienne Cardinal Maloula. Donc, nous prenons ici les valeurs chrétiennes. Donc, nos étudiants ici, au-delà du côté scientifique, ils acquièrent aussi le côté moral, le côté, je dirais, des valeurs chrétiennes. En dehors de cela, le côté infrastructure aussi, on doit se le dire, hein, est-ce vraiment cohérente, infrastructure correcte et surtout qui permet aussi aux étudiants de bien étudier. Ça aussi c'est très capital. J'aimerais à ce que Moron Djambé et Alain Kabongo prennent des images parce qu'on va illustrer cela. Est-ce que ça répond vraiment aux normes? Oui, je crois que les caméras vont faire leur travail et vous allez constater, bien entendu, que nous répondons aux normes. Mais comme j'ai dit ici, nous sommes perfectionnistes. Nous comptons aller encore plus loin. Voilà pourquoi vous allez constater qu'en ce moment, nous sommes en chantier. Avec les moyens propres, nous nous battons pour assurer les bonnes infrastructures à nos étudiants. Parce que nous tenons à ce qu'au Congo, nous puissions avoir des hommes bien formés. Parce que la nation en a besoin. Donc nous faisons ces efforts-là. Bien entendu, avec les moyens propres. Et nous espérons qu'un jour, nous bénéficierons peut-être de l'appui de notre gouvernement ou d'autres structures dans ce domaine. Alors les inscriptions, c'est déjà en cours. Avez-vous quelle faculté, quelle option pour permettre à tous ceux qui voudront peut-être s'inscrire ici d'avoir une idée générale? Oui, les inscriptions sont déjà en cours. Nous avons 6 facultés. À la fin, je vous donnerai tous les détails. Nous avons 6 facultés. Et les facultés, je dirais, nous avons le droit, nous avons l'économie, nous avons... je vous donnerai le document, vous aurez tous les Voilà, il n'y a pas de conditions pour l'inscription? Bien entendu, pour l'université, il y a des conditions. Il faut d'abord avoir un diplôme d'État. Il faut avoir un diplôme d'État, il faut venir avec 2 photos passeports. Il faut avoir une attestation de bonne vie et mœurs. Et puis, bien évidemment, payer la fiche d'inscription et la première tranche des frais académiques. Vous êtes éducateur, alors il y a un problème dans notre pays. École, cadre de formation, école, cadre de business. Et c'est un peu nuancé. Vous êtes dans quel côté? Écoutez, l'éducation, lorsque vous prenez l'éducation comme un business, vous serez déçu. Parce qu'au fait, l'éducation ne peut pas être un business. L'éducation, je dirais que ça doit plutôt être l'apostolat. Et c'est ce que nous faisons ici. Vraiment, nous prenons ça comme de l'apostolat. Parce que l'objectif de l'initiateur, c'était de participer à la formation de la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, donc, c'est ce que nous continuons à faire. Voilà pourquoi, à l'UCCM, il y a des étudiants qui arrivent jusqu'au dernier cycle sans avoir payé les frais. Et nous réglons à la fin. Il y a des cas comme ça. Parce que nous, le plus important, c'est de former l'homme. Et le reste sont certes des obligations, mais nous essayons, tant soit peu, de faire en sorte que nous puissions d'abord former. Et puis après, voir la suite. Donc, un businessman ne peut pas réfléchir comme ça. Un businessman, il voit ce qu'il gagne. Alors que nous, ici, on ne calcule pas le gain. Parce qu'en réalité, il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Beaucoup imaginent qu'il y a beaucoup de gains dans l'enseignement. Mais dans les conditions avec lesquelles nous travaillons, je peux vous dire ici, vous confirmer ici,
que c'est plus vraiment... Un apostolat, comme vous avez dit. Voilà. Bien dit. Alors, les effets induits de la gratuité de l'enseignement, parce que là, vous êtes toujours... vous aspirez à ce que le président de la République avait décidé, selon la Constitution. Il n'y a pas des effets induits. Bon, quand écoutez, vous faites de notre éducation un apostolat, quand vous ne gagnez absolument rien, et les professeurs, les enseignants, justement parce que les comment vous allez enseignants... vous en sortir? Justement, nous nous battons dans ce sens-là parce que pour nous, la priorité des priorités, comme je l'ai dit ici, c'est l'enseignement. Donc, nous nous battons pour que, avec ce que les étudiants payent, nous puissions payer les enseignants pour faire fonctionner la maison. Donc, on s'arrête là parce que avoir même les taux des frais ici, vous comprendrez que... À moindre coût. À moindre coût, c'est vraiment pour nous une façon de contribuer au développement de ce pays. C'est une façon de contribuer au développement de ce pays. Et vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. C'est je crois que c'était une décision salutaire prise par le chef de l'État. Et nous souhaitons que cela puisse vraiment marcher. Et bien entendu, cette année, ça n'a pas tellement bien fonctionné. Mais nous espérons, puisque la volonté y est, la volonté y est, nous espérons que dans les années à venir, cela va vraiment être de mise, cela va vraiment être concret. Et donc, ça ne fera que le plaisir de nous qui sommes dans ce domaine. Voilà, ça est fini. Si nous changeons directement des caps, nous passons directement à la dernière rubrique, question d'actualité. Vos avis et considérations, nous allons analyser les sujets d'actualité et surtout aussi votre secteur. Commençons par votre parti politique, PDC. Vous êtes secrétaire général, c'est ça? Oui. Et êtes-vous sûr et certain que nos partis politiques sont créés pour former ou bien c'est juste pour la conquête du pouvoir? Non, écoutez, pour mieux conquérir le pouvoir, il faut avoir à vos côtés des hommes formés. Justement, l'objectif d'un parti politique, bien entendu, c'est la conquête du pouvoir, mais pour y parvenir, il faut avoir je dirais, des personnes bien formées à vos côtés, il faut avoir des compétences et tout ça. Donc, pour qu'un parti sérieux puisse réussir, puisse atteindre ses objectifs, je pense qu'il est normal et naturel que de former ses membres. Et pour le cas des PDC, oui, pour le cas de PDC, moi-même Ligue des jeunes, votre Ligue des jeunes, oui. vos Ligues des jeunes, est-ce que ça vous travaillez les jeunes, vous formez les jeunes? Oui, j'ai été Parce qu'il y a moi-même... un problème sérieux dans notre pays, les jeunes, Oui, dans les partis politiques. j'ai été moi-même Qu'est-ce qu'ils font? membre de la Ligue des jeunes. Je pense qu'en me suivant, vous comprendrez que j'ai été formé. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 15 ans au PDC, depuis sa création jusque-là, et je n'ai pas commencé au cadre. J'ai gravi les échelons petit à petit, et ça m'a permis, pendant tout ce temps, de me former. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général. Donc, derrière moi, ou même avant moi ou devant moi, il y avait aussi des personnes qui ont été formées, et nous continuons à le faire. Et nous souhaitons que cela se fasse dans tous les autres partis politiques, parce que ce qu'on a détruit dans ce pays depuis quelques années, c'est l'esprit de citoyenneté. Ça veut dire? C'est-à-dire que on a enlevé aux Congolais cet esprit de voir sa nation comme son bien propre. On a enlevé ça aux Congolais. Et aujourd'hui, le rôle des partis politiques, c'est... Vous savez, vous rencontrez un enfant américain, même de 3 ans, à l'école, quand il se bat avec un autre ami, il va lui dire « Attention, moi je suis américain ». C'est-à-dire que dès le bas âge, il comprend qu'être un Américain, c'est être grand. Et cela se fait sciemment ou comment pour que nos jeunes deviennent délinquants? Moi je pense que la politique moi, je pense qu'à l'époque, ne soit pas peut-être oui, considérée. Je suppose qu'à l'époque, ça a été fait exprès, à l'époque de la dictature, ça a été fait exprès pour que la population ne puisse pas avoir un regard sur la politique du pays. Je me rappelle, nous étions petits à l'époque, nous avions un cours d'économie, comment ça s'appelait, éducation civique et politique. Et puis à un moment, ce cours n'existait plus. On l'a changé par éducation civique et morale. On a enlevé le côté politique. Je pense que je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose, mais selon moi, c'était une façon de nous détourner de la politique du pays. Donc détourner
les jeunes, désorienter la jeunesse. Exactement. Et aujourd'hui, je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les jeunes et tout le monde aujourd'hui a un regard vers la politique. Voilà pourquoi mon slogan aujourd'hui, c'est le peuple vous observe. Parce qu'au fait... Le peuple vous observe. Exactement. Votre slogan. Exactement. Parce que j'ai constaté aujourd'hui que le peuple n'est plus dupe, hein? n'est plus dupe comme hier. Aujourd'hui, tout le monde cherche à savoir qui est qui et qui fait quoi. Et c'est positif parce que ça va pousser les dirigeants à faire mieux. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être observés. Et s'ils ne sont pas compétitifs, ils ne reviendront plus. Vous êtes membre, vous faites partie aussi de l'Union sacrée. Oui, bien entendu. Et vous croyez à l'Union sacrée? Écoutez, ici, il n'est pas question de croire. Il faut faire en sorte que ça réussisse. C'est une urgence. Le Congo, aujourd'hui, la population congolaise, souffre. Et cette souffrance ne fait que perdurer. Nous nous sommes battus pendant les 20 années du pouvoir passé parce qu'il y avait souffrance de la population. Maintenant, le peuple continue à souffrir. Et le chef de l'État s'est rendu compte qu'il y avait des blocages, que le changement qu'on attendait n'arrivait pas. Et il s'est mis à sa place de garant de la nation, a fait appel à tout le monde pour que nous puissions voir ensemble comment faire marcher les choses. Et donc, il a eu cette volonté. Voilà pourquoi nous devons soutenir cette volonté-là. Et nous devons nous battre pour que ça réussisse. Maintenant, les gens, bon, ils pensent et observent qui sont dans l'Union sacrée. C'est la plupart des membres, anciens membres du FCC. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme résultat fameux? Parce qu'ils étaient avec Kabila. Kabila lui-même avait dit, je n'ai pas 15 personnes capables de bien gérer le pays. Monsieur Géry Biangani. Êtes-vous sûr et certain que ça va, comme ça, aider la nation? Non, moi je pense plutôt que ce n'est pas une question d'individu. C'est une question de vision. Et l'Union sacrée, justement, c'est une vision. Le chef de l'État a eu cette vision de changer les choses. Et donc, en venant à l'Union sacrée, ça veut dire que vous adhérez à cette vision. Voilà pourquoi nous sommes en train de marteler en disant l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. L'Union sacrée, ce n'est pas un endroit où vous venez vous cacher en espérant se sauver de tous les maux que vous avez eu à faire dans un récent passé ici. Dans l'Union sacrée, on doit être là pour le développement de ce pays. On doit se battre dans l'Union sacrée pour le bien-être du pays. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui auront des responsabilités dans les prochains gouvernements, dans les entreprises publiques, dans tous les services de l'État, de prendre conscience que ce peuple est en train de souffrir et nous devons tous travailler, mettre la main dans la pâte pour que les choses changent. Et ça doit changer. Nous avons donc l'obligation des résultats. Nous devons nous battre pour que ça réussisse. Voilà, l'apologie de l'état des droits est déjà en marche, selon vous. Déjà, Kalev est convoqué, et vous êtes aussi juriste. Un mot par rapport à ça. Non, mais écoutez, M. Kalev est un Congolais, et ceux qui ont porté plainte sont des Congolais. Je pense que c'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas à commenter. La justice fera son travail et les uns répondront. Et si il a tort, il sera condamné. S'il n'a pas tort, il sera relâché. Moi, je pense que il n'y a pas de commentaire à faire. Pas de commentaire, non commentaire. Alors, rapidement, la nomination du Premier ministre, il est technocrate dans un gouvernement hautement politique. Faites votre analyse là-dessus. Oui, déjà, je dirais que j'ai été très content d'apprendre que le président de la République a choisi M. Sama comme Premier ministre, parce qu'il a le profil voulu. Je signale ici que M. Sama a une bonne formation déjà, il est ingénieur. Ensuite, il a de l'expérience dans la gestion de l'État, parce qu'il a été ministre des Sports, il a été DG de la GECAMINE, donc il a déjà de l'expérience voulue. Mais le plus important, c'est qu'il est de bonne moralité. Il est de bonne moralité.
c'est quelqu'un qui a des convictions et c'est quelqu'un qui a, je dirais, qui a une forte personnalité. Je vous donnerai un exemple, je l'ai dit par rapport au vécu. Monsieur Sama était membre du G7, était ministre des Sports, et le jour où il s'est rendu compte que le pays ne fonctionnait pas comme il le souhaitait, selon ses convictions, le jour où il s'est dit, nous devions respecter la Constitution, donc organiser les élections au moment prévu, il a dû démissionner. Il a dû démissionner de son poste de ministre parce que ce n'était plus, les choses ne marchaient plus selon ses convictions. Et fort de cet élément-là, moi je considère que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Et donc je suis content que ce soit lui. Mais ce que je lui demanderai, c'est aussi dans le choix des membres de son gouvernement, qu'il puisse choisir les personnes avec les mêmes critères, avec les mêmes profils que lui. Parce que, comme je l'ai dit, et vous allez m'excuser de le redire, parce que c'est une urgence, la souffrance du peuple a aujourd'hui atteint un niveau jamais vu. Dans le côté prioritaire, l'axe prioritaire, c'est d'abord... Non, l'axe prioritaire... Après, son gouvernement qu'on aura peut-être dans les jours à venir, dans les mois... Moi, je pense que les priorités, c'est d'abord la paix. Il faut mettre fin à la guerre à l'Est. Et ensuite le bien-être de la population. Et j'ai suivi son mot après avoir été reçu par le chef de l'État. Il est aussi dans... au fait, il a dit à peu près la même chose. Et donc, nous lui souhaitons bonne chance. Nous lui souhaitons bonne chance et nous espérons que les choses iront pour le mieux parce qu'ils doivent savoir qu'ils ont l'obligation des résultats et le peuple vous observe. Très bien. Alors, je crois que nous sommes déjà, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre parti PDC, et jusque-là, on n'a pas une déclaration allant dans le sens d'encouragement, de félicitations. En fait, vous n'avez pas encore félicité le nouveau Premier ministre? Non, mais déjà, moi-même qui suis secrétaire général... Donc là, vous le faites déjà officiellement? Je le fais déjà officiellement. J'ai eu à le faire aussi dans d'autres organes de presse. Mais il faut dire que nous sommes dans Ensemble pour la République et le président Moïse Katumbi était parmi les premières personnes à avoir félicité le nouveau Premier ministre. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Nous lui félicitons et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Voilà, Monsieur Jerry Biangani, nous sommes arrivés au terme de notre émission, au Grand Homme. Et je crois que peut-être vous avez un mot en ensemble. Oui, un mot. La nation et surtout, oui, surtout pour les jeunes qui vous ont suivi et qui veulent peut-être devenir grands comme vous. Vous avez un mot par rapport à cela? Oui, ce que je dirais aux jeunes, c'est de se former parce qu'ils doivent être compétitifs. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire « je suis jeune ». On a parlé du Premier ministre ici. Beaucoup disent « voilà, nous sommes contents parce qu'il est jeune ». Mais moi, je n'ai pas parlé en ces termes-là. Parce que c'est vrai, nous avons besoin de cette énergie de la jeunesse. Mais il n'est pas là simplement parce qu'il est jeune. Il est là parce qu'il a été bien formé, parce qu'il a une forte personnalité. Donc je demande aux jeunes de se former pour devenir grands, de se former et d'être sérieux dans tout ce qu'ils vont entreprendre, comme je dirais, dans tout ce qu'ils voudront faire, qu'ils le fassent sérieusement. Parce que tout ce que nous faisons en y mettant du sérieux finit toujours par devenir grand. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jerry Biangani. On aura peut-être très prochainement à vous recevoir pour d'autres questions et surtout d'actualité. Et je crois que c'était vraiment très intéressant cet échange. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Ciao.